Hello, hello, salut, bienvenue, bienvenue, Anvut, je sais pas comment on dit, Anvut. Bienvenue pour ce nouveau live. Ouais, salut Sandbot 444, ouais, tu arrives pile à l'heure, je démarre à l'instant même. Donc, bienvenue pour ce nouveau live, ce nouvel apérotech. On va démarrer cette semaine tranquillement. Salut Samuel. Et donc, on va démarrer tranquillement. Ça va peut-être contrebalancer le temps. C'est un peu maussade dehors, je trouve. Je suis pas encore sorti aujourd'hui, mais ça va pas durer. Il fait très gris. Je crois qu'ils ont prévu de la pluie. Donc, on va rester. Salut René. On va rester bien au chaud, tranquillement entre nous. Salut tout le monde, salut Sylvain, salut Beggy. On va rester bien au chaud, tranquillement. On va parler un petit peu de tech, comme d'habitude, un petit peu des actualités. Alors aujourd'hui, ça va être assez light. Je n'ai pas prévu grand-chose parce que ce matin, j'ai eu plein de trucs à faire. Ceux qui ont suivi un petit peu ce matin ma timeline sur Twitter, je suis en train de me bagarrer avec Île-de-France Mobilité pour pouvoir renouveler le, le pass imaginaire de mon fils qui est à la fac. Donc j'ai l'impression que je suis tombé dans ce qu'on appelle un trou de spec, le trou noir de la spec du logiciel qui gère le renouvellement des passes imaginaires. Et je trouve que c'est assez intéressant comme sujet parce que on voit bien que le système, quand il fonctionne très bien. Par exemple, pris un abonnement imaginaire pour ma dernière qui est entrée au lycée, donc qui avait besoin d'un pass imaginaire pour se mouvoir. Et donc la souscription s'est faite sans aucun problème. Les années précédentes, j'ai eu aucun problème pour que ce soit pour mon fils ou pour ma fille aînée qui maintenant travaille. Mais parce que voilà, tout s'était bien passé, tout était bien resté dans le workflow, etc. Et là, pour une fois, j'ai pas eu de bol. Je suis, comme qui dirait, sorti du workflow. C'est-à-dire qu'au début de l'été, j'ai fait la souscription comme d'habitude sur le site qui va bien, c'est je gère mon navigo, je crois, .com ou quelque chose comme ça. Donc il y a un site affilié à IDFM. Et donc j'ai fait la souscription, j'ai rempli le dossier, j'ai payé par carte bleue, j'ai donné les justificatifs nécessaires, etc. Donc ça, j'ai fait ça à peu près au moment de... C'était début juillet, le 10 juillet. Et puis un mois se passe, je pars en vacances, j'étais au camping et là je reçois comme quoi une information comme quoi le dossier est abandonné. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous souscrivez sur Je gère mon Navigo, donc que ce soit pour un dossier de carte Navigo ou d'imaginaire ou ce genre de choses, quand il se passe rien sur le dossier, il est clôturé automatiquement par IDFM au bout d'un mois. Et donc en fait mon dossier a été clôturé parce qu'ils avaient a priori considéré que la pièce justificative pour mon fils était pas bonne mais il ne m'avait pas envoyé de notification comme quoi il fallait que j'en upload une autre. Donc le dossier a continué à vivre sa vie pendant un mois et au bout d'un mois, il a été clôturé. Et ben, quand le dossier est clôturé, croyez-le ou non, en fait, il aurait impossible de le remettre dans un état normal, c'est-à-dire qu'il soit de nouveau accessible par l'interface utilisateur pour qu'on puisse uploader de nouveau le justificatif qui va bien. Et donc là, depuis donc le 10 août, je suis en bataille avec le service IDFM et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que leur process ne fonctionne pas dès lors où on sort du cadre du workflow normal, nominal. Et ben, ce système est tout à fait mal géré et c'est impossible de pouvoir faire une souscription. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que, en fait, dans notre métier en informatique, lorsqu'on développe des outils, notamment souvent des outils qui sont accessibles par le web pour nos utilisateurs, on pense beaucoup au cas nominal, c'est-à-dire que dans 99% des cas, ça va fonctionner. Et ouais, comme tu dis, Sylvain, c'est pas prévu dans le cahier des charges. Mais en fait, le problème, c'est que parfois, tu as des choses qui sont pas prévues dans le cahier des charges, mais j'ai envie de dire qu'ils tombent sous le sens. C'est-à-dire que ils ont prévu le cas que le dossier soit abandonné parce qu'il y a des gens qui débutent une souscription, puis finalement, ça les intéresse plus, puis ils laissent mourir le dossier. Donc, il peut y avoir une clôture automatique du dossier au bout d'un mois. Ça, je peux comprendre. Mais par contre, en fait, côté IDFM, les personnes qui travaillent à la validation ou l'invalidation du dossier, finalement, dès que le dossier est tombé dans cette espèce d'état, il leur est impossible de le réexhumer et donc de simplement en changeant un état et donc de le refaire de nouveau accessible par l'utilisateur sur l'interface standard. Donc du coup, je passe mon temps à les appeler
Donc à chaque fois, c'est plusieurs minutes de perdu parce que on tombe sur un serveur vocal qui dit tapez 1, tapez votre numéro de client, blablabla. Et lorsqu'on a enfin un humain, bah, il faut réexpliquer un peu pourquoi on les appelle. Ils regardent le dossier et ils disent ah mais je comprends pas votre dossier, pièce c'est marqué pièce non valide, uploader la pièce. Je dis mais je ne peux pas accéder à mon dossier en ligne parce que il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Ah oui, bon bah là, je vais appeler le service concerné. Le service concerné, il les appelle, ils disent ah oui, bon on va voir avec eux, on va vous rappeler, puis ils rappellent pas et puis ça recommence, etc., etc. Tant c'est bien que bah, j'ai ouvert une demande au médiateur de la RATP ce matin parce que là, je n'en peux plus et on arrive bientôt au mois d'octobre et mon fils ne va pas avoir de titre de transport valide pour aller à la fac à Paris. Donc ça c'est quand même pénible. Et donc voilà, donc je disais ça, et effectivement, comme tu disais Sylvain, c'est pas prévu, il y a pas d'intelligence au niveau code, c'est-à-dire les gens se sont juste, ils ont juste implémenté ce qu'on leur a demandé par rapport à la spec, et personne n'a pensé un jour se dire, bah, peut-être qu'un dossier peut être clôturé pour une mauvaise raison, côté IDFM par exemple, ou parce que le dossier il n'a pas été validé au bout d'un mois, parce qu'au final j'avais peut-être pas la bonne pièce justificative, mais peu importe, et que personne ne s'est dit un jour qu'il était possible de pouvoir faire repasser un dossier abandonné en dossier en ressaisie. Et donc on tombe comme ça dans des trous noirs de spec où finalement une problématique entre guillemets un petit peu technique fait que plus personne n'a la main, et ça devient impossible tant pour l'utilisateur que pour les personnes qui sont côté administratif de pouvoir faire quoi que ce soit pour le dossier. Je pense que c'est pas impossible. Il y a quelqu'un quelque part sur probablement côté back, parce que leur truc c'est intégré à leur système sur lequel je crois il y a des ES400, des trucs comme ça. Il y a bien quelque part quelqu'un qui a la main sur le dossier, qui peut faire quelque chose, qui peut me dire pourquoi la pièce est pas bonne, où est-ce qu'elle est bonne, ou simplement si le dossier, parce que ce matin, hier j'ai reçu un mail comme quoi mon dossier était incomplet, mais sur le site c'est marqué juste dossier incomplet et je peux rien faire d'autre, je ne sais pas ce qui se passe. Et même côté administratif, ils ne savaient pas me dire si c'est juste le fait qu'il faut que je repaye, j'avais payé au mois de juillet, ils m'ont fait un remboursement parce que le dossier était abandonné, etc. etc. Voilà. Simplement qu'on m'envoie un lien pour que je paye. Voilà. Donc là, on est tombé vraiment dans un problème de trou de workflow, et c'est des choses qui sont assez courantes au final dans notre métier, où on gère toujours le cas nominal, et puis bah, les cas à la marge, ça devient un petit peu complexe. Voilà. Bah, merci Sylvain, ouais, ça, j'ai besoin de courage, et je peux te dire que ça fait plus de 2 mois et demi que le dossier est ouvert, j'aimerais bien en voir le bout. Et la problématique, c'est tout ce temps de perdu, parce que en fait, entre deux appels, dès qu'on m'envoie quelque chose et que je réponds, que je renvoie la pièce justificative, bah, il s'écoule plusieurs jours avant que finalement le dossier ne rechange d'état et que ce soit qu'on se retrouve à la S suivante. Voilà. Oui, Samuel, ouais. Exactement, ouais, c'est compliqué. Donc là, c'est un peu le saut de haie. Et voilà. Mais j'ai déjà eu ce genre de cas, que ce soit avec des banques, avec plein d'autres services en ligne. Et dès lors, on tombe plus dans le cas nominal, dès lors, on sort du cas nominal, ben, on sent que derrière, il y a peut-être effectivement un manque d'intelligence côté métier, et parfois aussi côté codeur, de se dire, bah, ok, c'est des cas qui ne doivent pas arriver, mais les cas qui ne doivent pas arriver, bah, finalement, un jour arrive, et lorsque ça arrive, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est là où on voit que la puissance, c'est pas tant l'interface qu'on propose à l'utilisateur, mais c'est tous les outils qu'on va mettre côté back-office pour que les administrateurs ou les administratifs puissent avoir totalement la main dessus, la main sur le cycle de vie d'un dossier ou d'une demande, etc., etc., et pouvoir la traiter de façon performante. Puisqu'au final, des appels comme les miens n'ont aucune plus-value pour le service client. Je ne fais qu'engorger leur service au détriment des gens qui ont une vraie question, entre guillemets, alors que moi, j'ai pas de vraie question. Je vais juste payer et je vais juste valider le dossier. Voilà. Donc, sinon, effectivement, comme tu dis, c'est bien un pote qui tape dans la BDD. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas qu'une question de base de données. Ce qu'il faut savoir, de ce que j'ai compris, c'est que toute la partie front et une partie, on va dire, du middle est fait en PHP côté IDFM sur Je gère mon Navigo, et toute la partie réellement back, c'est-à-dire le stockage des dossiers, la gestion des dossiers, etc., est fait sur des gros systèmes IBM. Alors, si je dis une connerie, les gens qui savent me corrigeront, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est ça. Ils sont vraiment sur une interface, sur un système type AS400 et compagnie, enfin les IBM X-Series, Z-Series et compagnie, tout ça. Et donc en fait, il y a des passerelles qui se font, et une fois qu'il y a une désynchronisation entre la base de données du front et du middle et de la partie qui est totalement back, bah, ça devient le bordel, et ils ont besoin vraiment effectivement d'êtres humains qui vont les taper dans les dossiers, dans les bases de données, droite à gauche, pour que ça retombe sur ses pattes, mais c'est totalement artisanal. Voilà.
Donc voilà, je voulais vous évoquer ça parce que je sais que c'est des sujets auxquels on est confronté, vous et moi, relativement souvent. Et bah, en fait, on prend pas souvent le temps de prendre le fusil à tirer dans les coins, j'ai envie de dire, pour essayer de tester un petit peu les cas qui sont à la marge, les cas qui sont pas censés arriver au final. Le nombre de fois où j'ai entendu des codeurs dans mes équipes dire non mais ce cas-là, ça sert à rien de faire un test ou ça sert à rien de mettre ça en place parce que ça va jamais arriver. En fait, on sait très bien que le truc qui va jamais arriver, ben, un jour, il y a un mauvais alignement des planètes qui va se produire et puis bah, ça va arriver. Voilà. Voilà, donc je voulais juste échanger ça avec vous, et puis on va passer tranquillement à la suite. Et donc pour la suite, je voulais vous parler, j'affiche ça sur mon écran à gauche et je vous l'affiche, la sortie d'Audacity 3.2. Donc Audacity, pour celles et ceux qui connaissent, et surtout celles et ceux qui ne connaissent pas, donc je pense que c'est l'un des meilleurs logiciels de traitement audio, logiciel libre, open source qui existe. Donc il continue son petit bonhomme de chemin. On avait eu quelques frayeurs lorsqu'il avait été racheté par le groupe Muse. Le groupe Muse, Muse The Score, hein, pas le groupe Muse, les chanteurs, etc. On en avait parlé déjà, je ne sais plus, c'était il y a combien de temps, un an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Donc le groupe Muse The Score avait racheté donc Audacity. On avait un petit peu peur que le logiciel meure un petit peu dans son coin, etc., ou qu'il devienne sur un modèle payant. Bon, bah, force est de constater, c'est que pour l'instant, il continue ses évolutions. Il est à noter dans cette version des choses qui sont quand même assez intéressantes et qui étaient demandées depuis très longtemps. Donc, c'est les effets en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, ce que faisait Audacity sur l'application d'effets sur des pistes, il précalculait les effets où on avait une pré-écoute qui était possible. Ensuite, il appliquait l'effet sur la piste, puisque c'est quand même un traitement destructif qui se passe dans Audacity. Là, on peut avoir, j'ai pas encore testé le logiciel, hein, il faut que, même s'il était réalisé 4 jours, il y a 4 jours, il faut que je le teste. Mais apparemment, il permet d'avoir un certain nombre d'effets en temps réel, et ça c'est plutôt cool. Et donc l'intégration aussi avec des plugins VST3, donc qui n'étaient pas supportés jusqu'à présent. Donc ça permet d'avoir maintenant d'être assez complet sur les plugins, notamment des plugins propriétaires qu'on peut acheter, d'intégrer des plugins VST3, supporte aussi le LV2, le LATSPA, qui est aussi assez répandu. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour les Maceux, ceux qui ont de l'Apple Silicon, eh bien maintenant c'est supporté nativement. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour ceux qui utilisent des Mac M1, Mac M2. Donc ça veut dire que vous avez un logiciel qui maintenant est natif, donc bah, c'est quand même tout bénef sur tout ce qui est performance, utilisation de la batterie, etc., etc. Voilà. Après tout le reste c'est des petites pétouilles à droite à gauche. Ils ont bumpé sur FFmpeg 5, donc ça c'est plutôt pas mal, ça mène quand même ça mène un certain nombre de codecs supplémentaires, un certain nombre de formats aussi qui sont supportés par Audacity. Et on peut aussi compiler sur le support de Jack. Ça, c'est quand même plus anecdotique. Donc, Jack, je rappelle, qui est l'interface audio en temps réel pour faire vraiment de la latence à faible, enfin de l'audio à faible latence. Et ça aussi, c'est un petite pétouille, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'Audacity, sous Linux, utilise le sous-système de hiérarchie de fichiers de XDG. Donc, c'est-à-dire qu'il va, plutôt que d'aller stocker ses datas dans le répertoire caché $home / .audacity quelque chose, il va utiliser les répertoires qui sont standardisés, .local, .cache, .config, etc., etc. Donc, ce qui permet de rentrer un petit peu plus dans le moule de ce qui se fait dans les standards aujourd'hui sous Linux. Voilà, donc c'est plutôt bien. J'espère que cette version va être assez rapidement être intégrée dans les distributions. Néanmoins, il y a déjà des PPA qui sont disponibles pour avoir des points d'aide, pour avoir des versions fraîches, etc. Donc voilà, moi je pense que je vais tester ça assez rapidement parce que je me sers d'Audacity assez régulièrement quand même pour tout ce qui est traitement audio et pour tout ce qui est montage vidéo. Après, j'utilise par exemple OpenShot, Shotcut, ce genre de logiciel. Donc voilà. Donc on me pose Samuel qui dit est-ce qu'ils ont retiré les trackers? Mais je ne sais pas, j'ai pas regardé, oui, parce qu'il y avait quand le groupe Muse, enfin MuseScore a racheté Audacity, il y a toute la problématique de mettre des trackers publicitaires, tout ça, etc. Donc je ne sais pas. Faut aller regarder, honnêtement, faut aller regarder dans le code. Peut-être,
là peut-être que je m'avance, mais peut-être que certaines distributions, Linux notamment, donc qui recompilent le logiciel, je pense notamment tout ce qui est Debian et dérivé de Debian, parfois peuvent appliquer des patchs justement peut-être pour supprimer ces choses-là. À voir est-ce que ça se fait ou pas. Faudrait aller voir justement dans les fichiers de description de build des .deb, .rpm, etc. Est-ce que les distributions font ce travail ou pas? Honnêtement, je n'en sais rien. Faut aller voir. Voilà. Et donc, je lis les questions. Enfin, je lis ce qu'il y a dans le chat au passage. Là. Ouais, donc bon, voilà. Donc voilà, c'était pour parler donc d'Audacity, donc qui continue son petit bonhomme de chemin. Je sais qu'il y avait un fork qui avait été fait, dont le nom m'a complètement échappé. Donc à voir si le fork d'Audacity, qui lui, justement pour éviter ces problèmes de tracker et de tout ça, réintègre les modifications, les évolutions d'Audacity dans leur fork, faudra voir. Ensuite, la deuxième sortie de la semaine, j'en ai pas parlé sur Twitter parce que c'est une sortie qui est plutôt anecdotique, mais j'en parle là très rapidement. C'est la nouvelle version de Wine, Wine 7.18. Donc je rappelle Wine qui est la couche. J'aime pas dire d'émulation parce que c'est pas un émulateur. Wine is not an émulateur. C'est quand même son nom. C'est la couche donc de compatibilité Windows pour Linux. Donc ça permet, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de prendre des exécutables sous Windows, des logiciels Windows et de les faire fonctionner sous Linux de façon native, puisque ce n'est pas de l'émulation, ce n'est pas de la recompilation dynamique, ce n'est pas de la virtualisation, c'est juste une transposition des appels système Windows en appels système Linux ou vers des briques de compatibilité qui fonctionnent sous Linux. Donc ça permet d'avoir donc des logiciels Windows qui fonctionnent dans des environnements Linux et de façon alors parfois avec plus ou moins de bonheur, ça dépend des logiciels. Il y a des logiciels qui fonctionnent très très bien, et des jeux même, hein, puisque un des objectifs de Wine aussi, c'est de se recentrer très 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 fortement sur le jeu, sachant que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe le logiciel Proton, qui est forké de Wine justement, qui lui se base sur Wine et ne se concentre essentiellement que sur le jeu vidéo, donc pour faire fonctionner un maximum de jeux Windows sous Linux. Ça fonctionne plutôt bien. Donc sur la nouvelle version de Wine, la 7.18, donc ils ont bumpé sur Unicode 15, donc c'est quand même assez anecdotique. Il y a un certain nombre de supports qui ont été rajoutés, d'optimisations diverses et variées. Et puis beaucoup de bugs, hein, beaucoup de bugs qui ont été corrigés. Je vous laisserai lire si ça vous intéresse le changelog. Ce qui est à noter, c'est que depuis quand même quelques mois, je trouve, un peu plus d'un an, Wine a nettement accéléré la fréquence de ses releases. Donc c'est quand même un logiciel qui existe depuis plus de 25 ans. Donc on pourrait croire que c'est un logiciel voilà, qui va doucement, etc. Et pendant un moment, effectivement, les releases s'étaient largement espacées. Je trouve que c'est un projet qui a retrouvé une certaine dynamique depuis assez longtemps et qui enchaîne les releases vraiment très 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 régulièrement. Donc on est passé à la version 7 il y a quelques mois et quasiment une fois par mois, parfois même 2 fois par mois, on a quand même des releases qui apparaissent avec plein de petites évolutions ou de corrections, ce genre de choses. Et le fait c'est de voir que quand même la compatibilité avec le logiciel Windows devient de plus en plus grande. Je pense qu'il y a aussi le travail qui est fait sur Proton par Valve. Tiens, d'ailleurs, Samuel, effectivement, tu le mets dans le chat. Il y a le travail qui est fait par Valve sur Proton, je pense, qui permet aussi d'avoir cette dynamique et de rétrofiter potentiellement un certain nombre de fonctionnalités, de correction de bugs, etc. Donc c'est quand même un développement qui est dynamique. Et ça permet quand même de faire fonctionner notamment les jeux sous Linux et aussi certains logiciels qu'on ne pourrait pas trouver. Moi, je n'ai pas l'usage parce que je fonctionne en quasiment 100% open source et qu'avec des alternatives qui existent dans l'open source et le logiciel libre. Mais pour certaines personnes qui utiliseraient certains logiciels particuliers qui n'existeraient que sous Windows, ça peut être une bonne approche plutôt que de fonctionner dans une machine virtuelle, ce qui nécessite de gérer entre guillemets deux environnements, ce qui parfois pose des problématiques pour faire passer les données d'une plateforme à une autre, etc. On sait que avoir des machines virtuelles c'est bien, mais bon, ça consomme des ressources, c'est pas très pratique, mais bon. Donc voilà, moi j'utilise Wine, je vais vous l'avouer que très rarement, hein, puisque moi j'utilise extrêmement peu Windows, et donc j'ai pas réellement de besoin d'utiliser Wine sur ma machine, mais ça m'est déjà arrivé. Et donc pour ceux qui veulent savoir si leur logiciel favori Windows est supporté sous Wine, il existe une base de données Wine qui vous permet, donc là qui est l'appdb ici,
qui vous permet d'aller requêter un petit peu dans la base de données pour voir si votre logiciel, vous pouvez rechercher, il y a des outils de recherche, etc., qui permettent de voir si votre logiciel favori est supporté par Wine et surtout quel est son niveau de support. Est-ce que c'est un niveau de support bronze, silver, gold ou ce genre de choses. Voilà, ils ont une notation qui est possible et on retrouve dedans énormément de jeux. Là, on voit par exemple, il y a Final Fantasy, World of Warcraft. Il y a beaucoup de jeux parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Wine sous Linux essentiellement pour jouer, on va pas se mentir. Mais je sais pas, d'ailleurs, si on tape par exemple Office, je sais pas si on peut le trouver, on va voir ça. Microsoft Office, voilà, installer only, voilà, 2010, 2019, il y a toutes les versions qui existent. Donc vous pouvez cliquer dessus et puis vous pouvez voir effectivement son rating, son niveau de support. Là par exemple on voit que l'Office Installer 2019 c'est Silver, donc c'est pas mal, mais c'est perfectible, il doit y avoir des choses qui fonctionnent pas bien. En même temps Microsoft fait tout pour que ça fonctionne que sous Windows correctement. Mais bon, ça on va pas se mentir d'ailleurs, que je vous affiche ça, voilà, parce que je vous en parle et je vous affiche pas à l'écran. Donc cette base de données, je vous la raffiche ici, hop, c'est AppDB, vous cliquez là, et donc là vous retrouvez le top 10, des logiciels Platinum sur l'entrée, et après avec la barre de recherche, vous pouvez chercher directement en haut le logiciel s'il est référencé. Et puis ce qui est bien, c'est que la communauté est assez active et référence très régulièrement des logiciels et met à niveau le niveau de support bronze, silver, gold, platinum. Alors platinum, ça veut dire que c'est 100% bien supporté, etc. Et dernier point, et après je vous lâche avec Wine, c'est qu'effectivement, avec l'avenue de Proton, mais pas que, c'est-à-dire que Wine a entamé un très fort développement au niveau du support de la couche de compatibilité DirectX. C'est vrai que le niveau de support des jeux commence à être vraiment bon et avec de relativement bonnes performances. C'est quand même à noter. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors, Samuel, pour certains jeux, ça peut entraîner un ban direct. Oui, alors tout à fait. Pour certains jeux, ça peut entraîner un ban, puisqu'ils détectent, ils considèrent que c'est des exécutions sur des plateformes non officielles, donc potentiellement vous êtes des pirates, comme tu dis, AK, pas sous Windows. Mais voilà, sur la plupart des jeux, on va dire, qui ne requièrent pas un accès en ligne ou qui font pas de contrôle comme ça, parce qu'en fait, les problématiques chez Blizzard et d'autres éditeurs, hein, Valve et compagnie, tout ça, c'est de chercher à détecter ceux qui trichent, c'est les tricheurs. Et aujourd'hui, problématique, c'est que la triche dans le domaine du jeu vidéo, et je suis assez bien placé pour ça, parce que je suis CTO dans une boîte de jeux vidéo, c'est que ça devient un vrai problème de gens qui essayent de gratter des choses dans le jeu pour améliorer son score, pour améliorer ceci, cela. Donc et je pense qu'effectivement, parfois, par exemple Blizzard, etc., se disent dès lors où tu n'es pas sur une plateforme qui est censée être la plateforme visée, potentiellement on va te considérer comme un tricheur. Bon, c'est un peu violent, mais ça peut s'entendre quelque part. Voilà. Bon. Et pour le point suivant, je ne sais plus ce dont je voulais vous parler. Ah oui, je voulais vous parler de ça. J'ai vu passer ça un petit peu dans les news. C'est peut-être passé un peu inaperçu pour beaucoup de gens. Je s'affiche ça à l'écran. Ça parle de Michel Hashimoto. Alors, qui est ce personnage? Michel Hashimoto, c'est le cofondateur de HashiCorp. Pour certains, vous connaissez bien parce que HashiCorp, c'est quand même l'éditeur de Terraform, entre autres. Et donc, Michel Hashimoto, c'est le cofondateur de HashiCorp et c'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup de projets qui sont des projets open source. Et lorsqu'il a fondé HashiCorp, cofondé HashiCorp, il s'est retrouvé propulsé CIO pendant un moment. C'est quelque chose qu'il a fait pendant quelques années, je crois 4 ans. Oui, c'est ça, c'est ça, de 2012 à 2016. Quelque chose qu'il n'a pas forcément extrêmement bien vécu a priori. Enfin, c'était pas son truc. Du coup, il est repassé CTO dans sa propre entreprise. Alors, ils ont plusieurs CTO chez HashiCorp. Et le fait est, c'est que aujourd'hui, il a annoncé que il voulait redevenir, entre guillemets, alors je mets des gros guillemets, c'est pas des lapins, hein, c'est des guillemets, il veut repasser, entre guillemets, simple contributeur, simple développeur. C'est parce qu'en fait, il ne se sent pas tellement à sa place en termes de CEO et CTO.
et donc il veut se reconcentrer essentiellement sur la technique. Ce qui est assez intéressant puisque c'est quand même des cas qui sont assez rares. Souvent, les personnes qui veulent faire ça gardent leur poste, soit de CTO ou de CEO, et puis finalement ils contribuent un petit peu. Voilà. Alors l'exemple qui me vient en tête, il y a plusieurs années, c'était par rapport à quand Meta s'appelait encore Facebook. Mark Zuckerberg avait voulu commencer à recontribuer sur le code, etc. Et puis il s'était fait un petit peu moquer de lui parce que bon, bah, il codait plus depuis longtemps et puis il avait un peu perdu la main et c'est plus vraiment de code PHP moderne et tout ça. Donc c'est toujours difficile lorsqu'on est arrivé à un certain niveau de l'entreprise, CTO++, ou voire CEO, de se dire j'arrive à, à mêler les deux dans ma vie professionnelle, à gérer du code, à gérer l'entreprise, etc. Et donc lui, il est monté très rapidement dans l'échelle, entre guillemets, euh, sur l'échelle de la profession, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, il va plutôt en mode décroissant. Je pense qu'il a dû mettre pas mal de cash de côté et puis il doit être à l'abri financièrement. Puis il a envie réellement de se concentrer sur le code. C'est ça qui l'importe apparemment. Donc je vous mettrai de toute façon sur le replay sur le YouTube, évidemment, tous les liens dont je vous ai parlé. Donc celui-ci, je vous le mettrai. Vous pourrez aller lire. C'est la lettre qu'ils ont écrite sur le site d'Ashicorp pour expliquer finalement le nouveau rôle de Michel Hashimoto. Donc c'est intéressant. Alors, Zuki aurait dû faire des side projects pour sa veille. Ouais, c'est clair. C'est les side projects, je disais slide, mais c'est les side projects, pardon. Mais ouais, aujourd'hui, il fait plus du slide project, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il a son idée en tête de métavers et puis il pousse tout le monde là-dedans, mais je suis pas certain. Je ne suis pas convaincu que tout le monde soit convaincu chez Meta que ce soit la route à emprunter. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de montrer que quelqu'un qui a entre guillemets été au top d'une boîte, parce qu'on peut dire quand même que HashiCorp c'est une boîte qui marche plutôt bien. De mémoire, il me semble qu'elle est cotée en bourse, mais c'est une boîte qui marche bien, qui a quand même pas mal de clients, qui est assez connue dans notre domaine, hein, même si s'il y a des gens qui n'utilisent pas Terraform, il y a quand même au moins beaucoup de gens qui connaissent au moins de nom. C'est quand même une plateforme qui est ultra connue, plus tous les produits qui sont autour. Et donc de voir que finalement on peut aller un petit peu en mode décroissant comme ça et se recentrer sur des envies qui sont des envies peut-être plus primaires dans lesquelles la personne va trouver plus de sens. C'est clair que par exemple si j'avais été à sa place, effectivement, enfin mon rêve dans la vie c'est pas forcément par exemple d'être CEO d'une entreprise, et le fait d'être CTO c'est aussi, ça me permet de garder entre guillemets un bon pied dans la tech et de continuer à contribuer, mais effectivement, ça veut dire qu'il faut partager son temps avec des trucs qui sont moins intéressants, entre guillemets, par rapport à ce qu'on fait, en tout cas pour moi. C'est de gérer des équipes, de gérer la stratégie de l'entreprise, enfin de co-gérer la stratégie de l'entreprise, ce genre de choses. Alors des fois, enfin, vous tous et toutes qui êtes là, des fois on a juste envie de dire ah, je me mets derrière mon terminal et je code et j'ouvre mon éditeur favori et je produis quelque chose et j'ai une idée, je veux la transformer en quelque chose de palpable, de tangible. Et parfois, lorsqu'on est sur des postes à responsabilité, en termes de C-level, comme on appelle ça, bah, c'est plus compliqué. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce type de retour aux sources, en tout cas d'orientation professionnelle, entre guillemets, à rebrousse-poil. On aurait pu se dire que cette personne-là aurait pu se dire, en étant CEO de HashiCorp, aurait pu créer une deuxième, puis une troisième entreprise, et puis monter une super multinationale qui va cannibaliser tout le monde, puis au final, son objectif, c'est de faire du code. Voilà. Voilà. Et toi, ce que tu dis, Sylvain, c'est que je viens de faire en fermant ma boîte et revenir salarié. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est moins de stress, ouais. Ouais, je comprends, effectivement. Ouais, effectivement, tu m'en avais parlé et c'est quelque chose. Enfin, tu n'as pas les mêmes engagements, tu n'as pas les mêmes problèmes et effectivement, parfois, ça demande aux personnes. Et moi, je suis exactement comme toi. C'est ce genre de choses qui vient, je vais pas dire polluer l'esprit, mais qui vient t'occuper en permanence de dire il faut que je fasse tourner ma boîte, il faut que je trouve des clients et du coup je passe pas mon temps à ce que j'aime faire finalement, c'est de faire du code et ce genre de choses. Voilà, c'est toujours un peu compliqué.
Alors, tu me dis, perso, je fais 3 réunions à la suite et je suis pour le 1, taper du code devient compliqué. Alors, j'imagine, ouais, bah tout à fait. Ouais. Il y a je passe beaucoup de temps aussi parfois à faire des réunions, à faire de la stratégie, à faire un peu de management, à gérer des problématiques humaines, mais qui sont parfois pas du tout des problématiques techniques. Mais il faut le faire, c'est nécessaire. Quand on accepte par exemple un poste de CTO, de CEO ou de C, ce qu'on veut, bah, on accepte ça, mais à un moment donné, effectivement, faut essayer de se dire, est-ce que monter plus haut, est-ce que continuer dans cette voie-là, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, est-ce que c'est nécessaire? Là, c'est des questions à se poser. Il y a des personnes qui sont très à l'aise et qui ne veulent faire que ça, qu'avoir des postes à 6 level, parce que c'est là-dedans qui se réellement qui trouvent de la valeur ajoutée, dans lequel ils vont déployer leurs ailes, j'ai envie de dire. Pour d'autres personnes, c'est plus compliqué, sauf qu'effectivement, dans beaucoup d'entreprises, enfin, y compris en France, souvent on dit on a réussi sa vie lorsqu'on est devenu chef. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On aimerait pouvoir avoir un bon salaire, mais pour avoir un bon salaire, il faut être manager. Pour être manager, il faut être chef de quelque chose, etc. Et puis parfois, du coup, ça nécessite parfois d'abandonner la technique. Moi, jusqu'à présent, j'ai réussi à garder toujours un très bon pied dans la technique, mais c'est un équilibre toujours un peu délicat. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous échanger. Voilà, je trouve que pour une boîte qui est quand même assez connue comme celle d'HashiCorp, je trouve que ce genre de parcours est intéressant et de montrer que bah, pour réussir dans la vie, ou en tout cas pour s'épanouir, c'est vraiment le mot que je cherchais, pour s'épanouir, bah, parfois il faut faire des choix qui vont à l'encontre des idées reçues. Par contre, on ne connaît pas le détail, hein, on sait pas, je sais pas, en termes de salaire, qui continue à gagner la même chose, parce que forcément, en tant que cofondateur, c'est pas un salarié lambda, même déjà en tant que CTO, c'était pas un CTO lambda. Mais voilà, c'est intéressant de voir ce type de parcours, un peu comme les gens qui disent, bon bah voilà, moi j'abandonne la tech ou j'abandonne la finance, etc. Et puis je change tout à fait de vie et je vais devenir charpentier. J'en connais un qui me suit ici, je vais devenir charpentier ou boulanger. Voilà, je trouve ça super intéressant parce que quelque part c'est une question de voir comment on va se construire en tant qu'être humain. Voilà. Après, il a peut-être toujours la liberté. Ouais, il a peut-être toujours la liberté. On connaît pas les détails. On connaît pas vraiment les détails. Mais bon, voilà. Donc je partageais ça. Je trouvais que c'était intéressant. Et puis bon, bah, du coup, il communique sur le sujet de façon assez libre. Il en a parlé, je crois, sur son blog, Mitchell. Et puis donc ils en parlent sur le blog d'Ashicorp. Voilà. Et dernier petit point, on en parlait, alors attendez, je vais retrouver ça, parce que ça, du coup, je ne l'ai pas préparé. Hop, je vous demande juste un instant, je recherche le tweet duquel tout est parti. Attends, c'est un peu long, là. Ah oui, j'ai OBS qui me consomme un peu de ressources, on va dire. Ça, depuis quelques versions, OBS, il consomme de la ressource. C'est bien, ça fait tourner le CPU. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Donc, je vous affiche ça sur l'écran. C'était Johan Barnabeu qui parlait qu'il va faire une vidéo. Il aimerait faire une vidéo sur l'utilisation des Makefile pour gérer des projets Symfony et potentiellement d'autres choses. Et je trouve ça intéressant. J'étais assez surpris que Johan en parle parce que je pense, je me trompe peut-être, hein, Johan, si tu me vois, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est quelqu'un qui vient pas forcément des technologies dans lesquelles on utilise forcément des Makefiles. C'est plutôt des choses où on a toujours plus tendance à utiliser Makefiles en C, en C++, ou dans d'autres langages, etc. Et donc, je trouve intéressant qu'il parle de ça parce que moi, c'est exactement ce que je fais lorsque je fais un projet, alors que ce soit un projet Symfony, donc en PHP, que ce soit un site web statique avec Hugo par exemple, ou plein d'autres choses. J'utilise beaucoup les Makefiles. Pourquoi? Parce que ça permet de créer un point d'entrée unique sur le projet et d'avoir des règles qu'on peut simplement déclencher. Par exemple, make clean pour nettoyer le projet, make ou make all pour builder tout le projet, ou make deploy pour faire le déploiement du projet, initier le déploiement du projet. Je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un outil qui est ultra, ultra pratique, qui est assez, comment je dirais, qui est suffisamment puissant pour justement gérer à peu près tous les cas possibles imaginables. Il ne faut pas oublier que le Makefile, ça a été créé au début pour pouvoir builder des projets,
notamment des projets en C, en C++, etc. Et puis ça gère aussi comment je dirais, ça gère correctement donc les dépendances, le build ou l'exécution de règles en parallèle, ce genre de choses, etc. Et Makefile égale Death by Whitespace. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi, parce qu'à un moment, je vais y arriver dans 2 secondes. Euh, Makefile, c'est quand même un outil qui est super puissant, qui permet vraiment de décrire ce qu'on veut faire de façon assez, enfin, sans être trop verbeuse, et de façon assez expressive. Ouais, c'est ça le mot que je voulais trouver. Mais très très honnêtement, moi depuis des années, j'utilise le Makefile et pour builder des projets, mais aussi pour faire plein de choses annexes. Par exemple, lorsque je fais un site web statique sous Hugo, je le fais de temps en temps. Là, je suis en train de le finaliser pour d'autres entreprises, justement. On va bientôt déployer notre site web officiellement. Et donc, il est fait sous Hugo. Et ça permet réellement d'avoir des règles très claires sans avoir à retenir des lignes de commande Hugo pour builder le truc ou Hugo serveur pour servir. Mais alors des fois on se dit ah ouais Hugo serveur -d-grand F pour builder les pages futures, ce genre de choses, etc. Et en fait, des fois, simplement, moi, je me mets donc à la racine de mon projet, je fais make serve, et make serve, hop, ça va instancier mon serveur Hugo en local avec les bons paramètres qui vont bien, et j'ai plus qu'à me connecter en local. Je fais make, pof, ça va me builder mon projet Hugo. Je fais make clean, ça va me nettoyer le répertoire public automatiquement et tout ce que Hugo a construit. Je fais make deploy, ça va initier mon déploiement directement sur la plateforme, ou si simplement, je peux faire pas mal d'autres choses avec ça. Et c'est quand même un outil qui est super pratique. Alors il y a, on a parlé, c'est Idriss Neumann qui en a parlé dans le thread. Je vous mettrai le lien du thread au passage. Il a parlé de Taskfile. Taskfile qui fait plus ou moins la même chose que Make, que les Makefiles, mais avec du YAML. Alors, dans le truc, il a glissé un petit peu le truc. Je trouve que c'est un petit peu c'est un peu du troll de dire oui c'est moderne parce que c'est du YAML. Bon, moi je suis et c'est là où j'en reviens sur ce que tu disais Mélix tout à l'heure, Death by Whitespace, mais bon quand on utilise du YAML, qui n'a pas déjà été confronté à des problématiques d'indentation slash tabulation slash espace avec du YAML. Et alors Taskfile c'est un soft que j'ai testé il y a plusieurs mois déjà, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Ça permet de rester un petit peu dans l'optique YAML. Euh, Par exemple, comme l'intégration continue avec GitLab, donc le GitLab CI.yaml, etc., etc. Donc bon, je trouve que voilà, dire que par exemple c'est moderne parce que c'est du YAML derrière, je trouve que c'est un peu trop lesque. Après, ce qu'apporte Taskfile, c'est pas mal, c'est plutôt les gens qui sont à l'aise avec du YAML, c'est très bien, mais je trouve que l'outil Taskfile et je vais pas tout expliquer pourquoi ici parce qu'on n'a pas trop de temps au final, mais je trouve qu'il est quand même en dessous de Make en termes de fonctionnalité, notamment sur les règles de build implicite, etc. Par exemple, avec Make, vous pouvez créer en disant toute extension, par exemple .o, qui peut avoir comme origine un fichier .c ou .cc ou .cpp, pof, ça se compile comme ça, et donc du coup on peut avoir des règles implicites qui permettent d'avoir quelque chose de moins verbeux. Et les exemples que donnait Idriss sont assez intéressants parce que ce que je voyais enfin la plupart des task files que j'ai testés souvent étaient beaucoup plus verbeux qu'un Make. Je trouve que Make est un peu plus expressif et un peu plus facile d'accès. Alors, néanmoins, c'est pour faire des tâches telles que faire de l'intégration continue ou builder un projet, on fait un task file clean, task make, enfin ce genre de choses. Quelque part, ça revient au même. Après, c'est finalement le format de fichier de description qui change un peu. Mais pour des usages un peu plus poussés, je trouve que Make est un peu plus puissant pour ça. Mais bon, les deux se valent, hein. Mais je trouve que du coup, il y a beaucoup de projets. Ouais, tu as raison, Mec est sous-coté, il est super puissant. Et ouais, tu as raison, c'est vrai que Emile a fait un stream sur le sujet. J'essaierai de retrouver le lien si je peux. Mais Mec, c'est vraiment, déjà, ça existe sur toutes les plateformes, même les plateformes les plus anciennes possibles. Donc, même si vous allez sur un Solaris 2.4, vous trouvez Mec. Donc, c'est quand même assez pratique.
Et puis, c'est quand même, ça permet, que ce soit Makefile ou Taskfile, d'avoir des points d'entrée uniques et donc d'éviter ce que les développeurs se remémorent. Ah tiens, pour nettoyer le projet, quelle commande je dois taper? Bah là, au moins, vous avez des méta-commandes, un point d'entrée unique qui vous permet de dire ce qu'il vous est possible de faire sur votre projet. Make clean pour nettoyer, ou task clean par exemple pour nettoyer votre projet. Make pour builder votre projet, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses où vous pouvez faire. Enfin, vous pouvez créer plein de règles implicites ou explicites qui vous permettent d'avoir un point d'entrée unique et que chaque développeur finalement va suivre et n'a pas forcément besoin de se souvenir dans ce projet comment est-ce que je vais builder par exemple mon CSS parce que j'utilise pas le même préprocesseur qu'un autre projet, etc. Donc là, l'avantage c'est que tout va être fait de façon clairement descriptive dans le Makefile ou dans le Taskfile. Donc, et moi, j'encourage énormément beaucoup de projets à utiliser ce genre d'approche parce que c'est quand même extrêmement puissant et puis ça simplifie la vie du dev et pas que du dev d'ailleurs. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Taskfile, allez jeter un œil. Et puis faites des comparatifs entre Makefile et Taskfile. L'avantage de Taskfile maintenant, vous le trouvez assez facilement dans les dépôts des distributions. Et il est multiplateforme, vous l'avez aussi sous Windows, vous l'avez sous Linux, vous l'avez sous plein d'OS et plein de versions d'OS. Sinon, par défaut, simplement, sachez que Make, vous l'avez quasiment par défaut partout. Alors, comme le mettait à juste titre Idriss, il disait effectivement par défaut maintenant Make n'est plus installé d'office. Mais bon, c'est souvent très simple de l'installer, par exemple sur une Debian ou une Ubuntu ou dérivée, ce genre de choses. Vous faites apt install build essential. Build essential, ça vous installe Make et ça vous installe la chaîne de compilation. Comme ça, vous avez déjà tout. Et un Makefile, c'est quand même c'est assez expressif. Je pense que peut-être au prochain stream, je vous montrerai, par exemple, les Makefiles que j'utilise avec mes sites personnels sous Hugo, par exemple, que ce soit mon site personnel ou mon site pour mon émulateur XCPC. Et ça, vous verrez que, enfin moi, franchement, ça me simplifie nettement la vie. Je me pose plus la question de dire, voilà, allez, quelle commande je dois taper ou avec quel flag je dois passer à Hugo pour voir mes pages futures, etc. Je fais make serve, paf, ça m'instancie le serveur intégré à Hugo et pouf, je me connecte en localhost, quoi. C'est vraiment très simple. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des cas où Make n'est pas adapté? C'est une excellente question. J'ai envie de dire, Mech est adapté globalement à peu près tous les cas. Je n'ai jamais trouvé de cas où Mech n'était pas adapté. Par contre, il y a plein de projets de systèmes de build qui sont bien meilleurs lorsqu'on travaille par exemple sur des gros logiciels. Et notamment, je pense par exemple à Maison, Maison, je ne sais pas comment on dit, Maison ou Maison, qui permet donc de builder et de mieux paralléliser le build lorsqu'on build par exemple des très gros projets en C, C++ ou autre langage d'ailleurs, etc. Donc ça permet de faire beaucoup de builds en parallèle. Mais sachez que par exemple avec Make, vous pouvez lancer des tâches en parallèle. Donc Make automatiquement va déterminer en fonction des règles de dépendance quelle tâche il peut lancer en parallèle. Donc vous faites Make -j le nombre de threads et automatiquement il va lancer le maximum de tâches par rapport au nombre de threads que vous aurez spécifié. Et donc ça permet d'accélérer nettement un build. Par exemple, lorsque je compile mon émulateur CPC ou des projets qui sont basés sur les autotools, autoconf, automake, libtool par exemple, je fais souvent sur ma machine, je fais make mon J9 parce que j'ai 8 threads sur ma machine. Donc en général, on propose d'utiliser nombre de threads plus 1. Ça permet d'avoir un rendement assez efficace du nombre de cœurs. Donc je fais make mon J9 et boum, ça va compiler en parallèle tous les projets, donc on va gagner énormément de temps en temps de compilation. Après, pour d'autres, au-delà de la compilation, c'est-à-dire pour gérer le build d'un site web ou de la régénération de CSS d'après les sources SCSS, tout ça, etc. Je vois pas de cas d'usage pour lesquels Make ne serait pas adapté. Moi, pour être très honnête, je trouve que c'est adapté pour à peu près tout. En fait, c'est comme toujours, c'est comme tout. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui ne connaissent pas se disent pas ah ouais, mais parce que c'est vieux, ça vient des années 70 ou 80, c'est un vieux truc, donc c'est naze. Mais en fait, il faut juste se faire mal pour comprendre la syntaxe. Et là, pour le coup, pour les Makefile, la syntaxe, elle est extrêmement simple. Faut comprendre la syntaxe, comment ça marche, et puis après, faut juste se faire du mal à écrire son premier Makefile. Après, on se met toujours un template de côté, on le réutilise et on le modifie au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Et pour les task files, c'est pareil. Puis pour plein d'autres systèmes de build, pour CMake, c'est pareil. Pour plein, voilà. Mais par exemple, j'utiliserai jamais CMake
pour faire de l'automatisation, par exemple, de déploiement de build, parce que là, pour le coup, c'est vraiment fait pour de la compilation, c'est moins généraliste, à mon sens, qu'un Makefile. Un Makefile, c'est vraiment un outil qui est fait pour faire du build, mais pas que, qui est fait pour faire vraiment de tout. Voilà. Ça fait pas si mal que ça en plus d'écrire un makefile, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est vraiment facile une fois qu'on a lu un makefile, une fois qu'on en a édité un et qu'on sait que bah, pour exécuter, après une règle, pour exécuter une commande, il faut d'abord une tabulation en début de ligne. Une fois qu'on a compris ça, on a globalement compris tout, hein. Il n'y a pas grand chose à connaître dans un makefile, il y a quelques petites choses sur la gestion des variables ou des structures conditionnelles, etc., mais qu'on utilise finalement pas si souvent que ça. Voilà. Donc, si vous connaissez pas, bah, faites-vous du mal, regardez un petit peu. Puis je pense sur au prochain stream, je vous montrerai un petit peu bah, les différents makefile que j'utilise pour builder par exemple des sites statiques ou pour builder des petits projets simples, par exemple en C++, ce genre de choses, etc. Vous verrez qu'au final, c'est pas si compliqué et franchement, ça facilite grandement la vie. Et ben, on va finir sur cette petite note. Et puis, bah, je vais vous laisser reprendre une activité normale. Passer une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter tout ça, etc. De toute façon, je vais mettre le replay sur YouTube là dans l'après-midi, comme je fais habituellement, avec tous les liens et tout ça. Puis venez déposer vos petits commentaires ou sur Twitter, déposer un petit commentaire au passage si vous voulez discuter d'un sujet. Je trouve que c'est toujours intéressant de discuter des sujets, des points de vue. Ça permet quand même d'apporter pas mal de moulins. Et puis, bah, bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.